utile à la fois avec cette session. Je vais me présenter. Donc je suis Laurent Moresseau, je ne connais pas tout le monde ici. Je suis coach agile et coach Kanban, indépendant depuis 5 ans à Rennes. Puis j'accompagne donc les entreprises vers plus d'agilité. Je suis également impliqué dans la communauté agile avec la création d'Agile Rennes et puis les conférences Agile Tour. Un petit peu de mise en contexte au départ. Est-ce que vous avez un flux de demande? Est-ce que vous travaillez avec des flux de demande de nature différente? Je m'explique. Est-ce que vous êtes dans un contexte où vous avez par exemple un produit en production, des flux de demande évolutives, des flux de petites corrections, de bugs, d'amélioration technique? Okay. Comment vous faites aujourd'hui pour appréhender cette problématique qui est au quotidien, savoir justement sur quelle demande est prioritaire? On va privilégier quoi? Plutôt l'anomalie, plutôt l'évolutif, plutôt le support? On fait comment aujourd'hui? On fait au mieux. Au mieux? La méthode au mieux après la méthode à l'arrache. D'accord. Vous imaginez bien qu'il va s'agir un petit peu de ça sur le Kanban. Ça c'est assez rare, mais je tente quand même le coup. Est-ce que vous êtes en surcapacité? C'est-à-dire est-ce que vous avez plus de capacité que de demande? J'ai tenté, hein. Ok, dans celui-là, je pense que c'est plutôt simple que la problématique de chacun, c'est-à-dire on est en sous-capacité, un petit peu surchargé, surtout. La demande, déjà, elle est de nature différente, ça c'est une chose. Mais en plus, ça bouge tout le temps, il y a des urgences, il y a le mode pompier, on priorise tout le temps. Bon, ça tombe bien, parce que justement, un des objectifs du Kanban, on va essayer d'équilibrer la demande avec la capacité. Non pas de l'équipe, mais du système qui prend une demande et qui l'envoie jusqu'au bout. C'est une gageure, hein, c'est une vraie difficulté évidemment, mais en tout cas c'est un des objectifs du Kanban. Mais revenons un petit peu au point de départ, parce que si je fais du Kanban aujourd'hui, il y a quand même une raison. C'est que initialement, donc ça remonte à mes premiers projets en tant qu'indépendant, dans des contextes qui n'étaient pas du tout le cœur de cible de l'agilité, un petit peu compliqué, et surtout il y avait un besoin d'agilité quand même. Donc en tant que Scrum Master, j'ai essayé de mettre en place du Scrum, j'allais bien faire ce que je savais faire, mais le problème c'est que ça ne marchait pas. Je m'en suis vite aperçu, c'est-à-dire que le cadre agile proposé notamment par Scrum, mais par d'autres, va poser des soucis à la fois à l'organisation, aux équipes, aux projets, des soucis de justement rentrer dans le cadre de l'agilité qui est de travailler sur des cycles courts, mais qu'en même temps sur un cycle court on puisse produire quelque chose qui soit fonctionnel, un incrément de notre logiciel, et en plus de ça dans un mode itératif, c'est-à-dire revenir sur ce qu'on a fait déjà, et le faire évoluer dans la conception émergente. C'est un cadre qui est intéressant pour l'agilité, mais dans certains contextes, c'est assez difficile. Donc sur ces projets, j'avais un vrai besoin d'agilité, mais pas possible de mettre en place du Scrum. Donc j'aurais pu dire, ça ne marche pas, le contexte ne s'y prête pas, l'agilité n'a pas réponse à tout, ce qui est vrai. C'est pas une baguette magique, hein, on sait. Pour autant, j'ai essayé de creuser à l'époque, c'était 2008, hein, donc j'ai essayé de creuser, voir s'il y avait d'autres manières de faire. On ne parlait pas de Kanban encore, mais on parlait de développement en flux. On parlait de Scrum, un petit peu, des mélanges savants. J'ai essayé, hein, j'ai expérimenté. Il fallait bien tenter quelque chose pour sortir un petit peu de ces impasses. Donc l'agilité, il y avait des impacts, comme j'ai dit, au niveau organisation, opérationnel. Donc j'ai quand même essayé, parce que malgré tout, il y a un vrai besoin d'agilité, mais pas au niveau de la méthode. C'est pas une fin en soi, hein, ça n'a jamais été une fin en soi. Mais au niveau de l'agilité métier. Et lorsqu'on fait des enquêtes sur ceux qui mettent en place, qui veulent mettre en place de l'agilité, voilà leur attente principale, c'est sans surprise, hein, mais c'est augmenter la satisfaction des utilisateurs. Okay, et améliorer les délais. Alors que ce soit en termes de time to market, donc livrer plus fréquemment, mais également pour le juste à temps, c'est-à-dire prendre les décisions le plus tard possible, ce qui est différent. Prendre les décisions le plus tard possible pour que lorsqu'on prend la décision, on ait plus d'informations possibles pour prendre la meilleure décision qu'il soit.
L'agilité, la réponse, elle est un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans un contexte d'incertitude, on va chercher à avancer sans avoir toutes les bonnes informations. Ce qui permet de réduire les délais ou de repousser le moment où on prend la décision. Mais en réduisant le risque associé et le coût du changement. Ça, c'est un petit peu le parti pris de l'agilité. Je me suis appuyé là sur des enquêtes du French Scrum User Group, qui est l'instance référente, on va dire, de Scrum en France, qui en 2011 a fait une enquête nationale. Et voilà un petit peu ce qui ressort de cette enquête. Donc il y a une vraie attente, je l'ai dit, sur l'agilité de métier. On a des réponses au niveau de la gestion du projet, c'est Scrum. On a d'autres réponses au niveau de la pratique d'ingénierie, mais le sujet n'est pas là. Pour Scrum, plus de 62% notent une amélioration sensible sur la satisfaction des utilisateurs. Donc mission accomplie, on est passé côté positif, on va dire, du ventre mou des praticiens. Donc la mission accomplie. Maintenant, au niveau des délais, ça se discute. En termes de respect des délais, il y a moins de la moitié, donc 40%, qui notent une amélioration sensible. Donc pour moi, l'enjeu, enfin en tout cas, la cible n'est pas atteinte. Pourtant, respecter les délais, c'est quand même une des promesses de l'agilité, hein, vu qu'on travaille comment dire, à des délais fixes, potentiellement on peut travailler à des délais fixes avec en jour sur le périmètre. Malgré tout, le respect des délais, il n'était pas évident. Mais plus que ça, on n'a pas augmenté la fréquence de livraison. Enfin, quand je dis on n'a pas augmenté. Un projet sur deux n'a pas atteint l'objectif d'augmenter la fréquence des livraisons. Donc au final, en termes d'attente métier, on répond à une partie, mais pas l'autre, pas complètement l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des contextes où Scrum est dans sa cible, ça marche bien, ok. Donc là, on va aller chercher tous les bénéfices, d'autres contextes où ça marche moins bien. Un petit peu ce qu'on a vu en introduction. Alors suite à ça, ça m'a fait quand même poser des questions à l'époque, et l'année dernière, j'ai fait ma petite enquête personnelle. Donc j'ai auprès un peu plus d'une centaine de praticiens, et je leur ai demandé, par rapport à ces enjeux-là, c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que vous attendez de plus et au-delà? Leur réponse, elle est ici, c'est que le premier enjeu auquel ils sont confrontés, c'est donc de faire travailler tous les acteurs de la chaîne ensemble. C'est-à-dire que si on veut réduire les délais, puisque je vais me positionner là-dessus, si on veut réduire les délais de manière visible du client et de l'utilisateur final, il faut avoir un impact sur toute la chaîne. Scrum se positionne sur une partie de la chaîne. Dans les textes, on englobe la partie métier, la partie réalisation et la partie recette. Ok, ça c'est dans les textes, mais dans toutes mes interventions, on va dire, dans les différentes missions de coach agile, il y a quand même pas mal de contextes où, au final, le spectre, un petit peu la portée de Scrum, elle n'est pas du tout sur l'ensemble de ces métiers-là. Et que sur une partie, une frange de ces profils. Et donc, on retrouve le problème, effectivement, d'arriver à faire travailler tous les acteurs de la chaîne ensemble. Ah oui, si on veut avoir un délai, au final, qui soit respecté ou on puisse le réduire, on a beau faire une optimisation locale quelque part, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher au-delà. Bon, et donc travailler avec tout le monde. Le deuxième enjeu, qui est relativement lié, c'est avoir une optimisation globale de la chaîne plutôt que localement les équipes. C'est-à-dire quand on intervient généralement dans ces contextes-là, l'équipe de réalisation, elle est efficace, hein, elle est productive, on peut toujours s'améliorer, certes, mais on ne va pas faire des miracles. L'équipe d'homologation, pareil. Bon, on pourrait travailler sur la partie mûrissement des besoins, mais globalement, chacun travaille bien. Le problème, hein, c'est que pour aller d'un bout à l'autre de la chaîne, on passe par une certaine complexité. Chaque équipe est optimisée localement, c'est-à-dire avec ses propres contraintes, ses propres critères, et puis son propre rythme. Et au final, l'information se perd un petit peu. Et donc un problème sur deux, ça c'est encore les enquêtes qui le remontent, un problème sur deux dans l'agilité provient de l'interaction avec des entités non agiles. C'est votre réalité, j'imagine. C'est quoi votre réponse? Il faut passer en mode agile partout?
Oui, mais Scrum, c'est pas du tout la vocation de l'agilité, avoir une réponse universelle. Hein. C'est pas tout, c'est que pour un projet sur 3, bah, la complexité est une barrière à l'adoption de l'agile. Du coup, on fait quoi? Parce que, comme j'ai dit au départ, il y a une vraie attente au niveau de l'agilité métier, mais du coup, on fait quoi? Parce que le résultat, il est là. C'est-à-dire que même si on a optimisé chaque équipe, chaque profil, le problème, c'est qu'entre les équipes, on a du stock. Ah, c'est pas beau le stock. Enfin, le mot, déjà, il est pas beau. Et ce stock génère des délais entre les équipes. Pour vous, c'est quoi le stock? Bah, le problème, il est là. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, les stocks sont intangibles et on les voit pas, on les mesure pas et surtout on ne mesure pas l'impact économique de ces stocks. Et en fait, il y en a tout du long. Hein, des specs non codés, j'apporte quelle valeur? Du code non testé, ok, tant que je n'atteins pas l'usage, c'est-à-dire la mise en production et l'utilisation par des utilisateurs finaux, je n'ai pas créé de valeur. Donc tous les états intermédiaires de mon produit, c'est du stock. Et ça, c'est moche. Alors, là je vais parler un tout petit peu du Lean, mais le point de vue du Lean, qui est de regarder un petit peu l'efficience de nos systèmes de production, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce qu'ils nous disent, c'est si on regarde la chaîne bout en bout, et qu'on le regarde du point de vue d'une demande, bah, l'essentiel du temps d'attente, enfin l'essentiel du temps, une demande attend. J'ai été mis dans un système de demande, j'attends qu'on me traite. Ensuite, on a fait une petite analyse, je suis devenu une spec et j'attends qu'on me code, etc., etc. 95% du temps, alors c'est peut-être 90% dans certains cas optimisés, mais c'est souvent... Bref, l'essentiel du temps, c'est de l'attente. Donc si on veut maîtriser nos délais, si on veut les réduire, c'est pas sur les 5% où on réalise, on crée de la valeur, parce que comme ça je l'ai dit, généralement on est plutôt bon là-dessus. C'est de travailler sur justement cette attente-là. Et l'attente, on le trouve principalement entre les équipes, qui travaillent pas au même rythme, pas avec les mêmes contraintes, pas avec les mêmes priorités. Et donc si on veut diminuer les délais, bah, notre proposition à Lucanton, ça va être d'adresser le processus et les interactions. Qui connaît le manifeste agile? Par cœur. C'est quoi la première des valeurs du manifeste? C'est privilégier les hommes et les interactions plutôt que les processus et les outils. Et là, je suis en train de vous dire, on met le paquet sur le processus. Quoi. Je croyais que c'était un graphothèque sur l'agilité. Là, ouais, commence, au départ, c'est pas une méthode agile. Alors, vous inquiétez pas, on va retrouver l'agilité, parce que je parle d'agilité métier depuis le début. Hein, donc à un moment donné, on va reconverger. Mais pris de manière brute, comme ça, c'est pas une méthode agile. Déjà, ne serait-ce parce qu'on n'est pas forcément aligné sur le même niveau. Avec le Kanban, donc si je résume et puis j'enrichis un petit peu ce que je viens de dire, on va chercher à améliorer l'agilité de métier pour répondre à la demande. Et derrière ça, on va travailler en flux et on va chercher à équilibrer la demande avec la capacité. Ensuite, on va chercher à améliorer la prédictibilité associée à ce processus. Donc là, il y a une double promesse, hein, plus d'agilité prédictible. C'est une promesse intéressante parce que l'agilité n'est pas forcément prédictible. Avoir une approche évolutive du changement, ça on va voir, et puis au final, avec de la gestion de risque. Un petit peu les enjeux qu'il va y avoir derrière le Kanban. Avant d'attaquer de manière plus concrète, je vous propose déjà de parler de quelques types d'organisations que j'ai rencontrées jusqu'à là. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est les premiers clients opérationnels qui sont passés sur le Kanban. Donc un petit peu les pionniers, hein, parce que ça fait le Kanban, ça fait que moi j'en fais depuis 4-5 ans, mais ça fait 2-3 ans que c'est vraiment formalisé. Hein. Donc, vraiment les premiers clients. Alors c'est pas du tout exhaustif, mais je pense que c'est le plus représentatif. Le premier, c'est l'organisation en silo qu'on connaît bien. Je l'ai dit, hein, ça c'est la partie essayer de travailler en agile dans un contexte qui ne l'est pas. Donc j'ai mon client qui fait une demande, il y a du mûrissement dans le côté métier, pas forcément en mode agile, ça arrive mais pas souvent.
On passe dans l'équipe Scrum, là, et là la partie réalisation, ça marche bien. Même la partie test, recette, marche bien. Et puis on passe dans d'autres équipes de pré-exploitation, quelquefois la recette métier, enfin peu importe comment on les appelle, on passe dans d'autres équipes. Et on repasse dans la partie non agile. Quelquefois même on attend des méta-releases ou des trains de release au niveau organisationnel dans des DSI complexes, évidemment lorsque notre application a des impacts sur d'autres. Dans ce type d'organisation, il y a quelques représentants ici, on fait quelquefois de l'agilité ici, mais globalement, on fait un espèce de cycle en W. Là. Ce que j'ai appelé le cycle en W, c'est un espèce de grand cycle en V, avec un peu d'agilité au milieu. Et puis on fait de l'agilité pendant 2 mois, mais globalement bout en bout, hein, quand on regarde franchement, sans avoir mis un petit peu les choses sous le tapis, c'est des projets qui restent 9, 10 mois, 12 mois, on regarde bout en bout. Ouais, donc on a bien optimisé cette partie-là, pas de problème, mais le délai total il est quasiment le même qu'avant. Donc ça on le rencontre, c'était évident ici. Il y a d'autres contextes qui sont moins évidents et qui ont peut-être plus vous parler. Imaginez donc un nouveau projet, première version, contexte idéal pour faire du Scrum. Ouais, projet pilote Scrum. Ça marche bien, super. Au bout de, on va dire, 3 mois, c'est en production, parfait. C'est tellement parfait que l'équipe, l'organisation, les managers décident de continuer sur le mode agile. Pour pas perdre le bénéfice de ce qu'on vient de créer. Ouais, sauf qu'en parallèle, le logiciel il passe en production. Et là, d'autres problèmes arrivent. Qui gèrent le support, on a toujours des anomalies qui arrivent en prod, hein, qu'elles soient bloquantes ou majeures. Donc des urgences à traiter, des patchs à faire. Et ça, on ne maîtrise pas du tout le camp un petit peu chaotique, hein, les bugs en prod. Ouais, mais c'est juste pas du tout cohérent avec le cadre du changement proposé par Scrum. Scrum dit, pour gérer le changement, on gèle le changement, manière de faire, par contre sur des cycles courts. En contrepartie, on est très ouvert au changement, sur des moments privilégiés, en fin de sprint et début de sprint suivant. Ok, donc geler le changement, ça veut dire que l'équipe va être protégée des perturbations, des bugs. Donc la réponse de certaines organisations, c'est de dire, ok, on va garder tout le bénéfice de l'agilité, on va avoir une équipe Scrum qui marche comme avant, comme sur la V1 on va dire, et en parallèle on met une deuxième équipe, plutôt traditionnelle, avec un chef de projet, de maintenance corrective. Ok, bon ça c'est une bonne réponse de transition. Ça permet d'avancer par étapes. Le problème c'est qu'à un moment donné, il se passe des choses entre les équipes. Il y a du surcoût, il y a des... comment dire, il faut répercuter d'un côté comme de l'autre les modifications du code. Il y a de la perte il y a de la connaissance et de l'information qui est dans la partie maintenance corrective qui est à répercuter côté équipe de développement. En bref, c'est pas idéal, ça marche mais c'est pas idéal. Et dans ce contexte-là, l'idée, ça serait de prendre le meilleur de tout, c'est-à-dire garder un mode agile là, passer en mode Kanban ici. Maintenance corrective, c'est intéressant parce qu'on est bien dans un flux de temps qu'on ne maîtrise pas. Donc passer en Kanban au-dessus, ouais, mais à terme, c'est de converger globalement du Kanban cadencé comme dans ce Kanban. Bref, un contexte idéal là, pour aller sur du Kanban. Bon, il y a d'autres contextes plus type éditeur de logiciels. Cette fois, on n'a pas les moyens d'avoir plusieurs équipes, mais plutôt une mono-équipe qui traite un flux de demandes d'une famille de produits, quelquefois même avec des branches spécialisées par client qui demandent certaines spécificités. Là, Scrum ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Parce que c'est un petit peu le même contexte que précédemment, mais de manière exacerbée, on va dire. Donc là, les éditeurs sont assez friands justement du Kanban parce qu'ils ont vraiment, c'est vital pour eux d'aller vers plus d'agilité.
mais Scrum n'est pas une réponse. Donc voilà un petit peu les contextes qui sont éligibles, en tout cas les premiers qui viennent vers moi pour parler Kanban. Donc ça nous permet un petit peu de centrer les domaines du Kanban. Conduite de projet, ça peut être intéressant pour réduire les délais de réalisation, même si on va le voir, comment est beaucoup plus orienté service que projet. On verra ça à la fin. Malgré tout, les premiers projets Kanban qu'on a fait à Rennes, c'était sur des gros projets, plusieurs milliers de jours. On a eu le temps de mettre en place tout ça. Maintenance applicative, je viens d'en parler, l'objectif c'est de créer des flux de nature différentes, avec des priorités différentes. On parle également de Kanban dans l'activité de support. A priori, c'est un petit peu moins adapté au mode tiré qu'on va voir. Mais un petit peu. Voilà. Domaine du Kanban où on peut avoir quelque chose d'éligible. Un petit peu les enjeux organisationnels, plus stratégiques. On va passer à l'opérationnel. Et donc, je prends toujours mon message principal qui est de réduire les délais, en tout cas de les maîtriser. On pourrait voir le Kanban d'une autre manière, hein, c'est un parti pris. Pour réduire visiblement les délais, il ne faut pas voir l'enjeu localement comme un sprint. C'est une spéciale dédicace à Scrum. Mais voir ça comme une course de relais, surtout en mode triathlon. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le focus sur les gens, la productivité des gens, mais qu'on va regarder maintenant la demande, et on va regarder surtout les délais de cette demande-là. On va chercher à ce que notre bâton, qu'on va se transmettre d'équipe en équipe, perdre le moins de temps possible. Et c'est en triathlon parce que chaque équipe a sa manière de faire, etc. Donc il va falloir trouver le bon rythme pour se donner notre témoin d'équipe en équipe. Mais comme on parle de processus, il faut y aller. Comment ça rentre? On va regarder cette demande-là maintenant dans l'organisation à différents niveaux de granularité. Pourquoi? Parce qu'on parle de Kanban à différents niveaux de granularité, donc je spécifie ça. On parle de Kanban au niveau entreprise, c'est pour la gestion de portefeuille. C'est-à-dire que si vous êtes dans une DSI avec, je sais pas, 300 projets par an, hein, c'est peut-être le cas, ça veut dire que vous avez un flux de projets au quotidien ou même au niveau hebdomadaire en mensuel, suffisant pour mettre un Kanban au niveau de la gestion de portefeuille. Je tiens tout de suite à vous le dire, en France, à ce niveau-là, c'est de l'expérimentation, il n'y a pas de retour d'expérience encore. Par contre, au niveau international, on commence à avoir des retours d'expérience. Il y a un vrai potentiel à ce niveau-là, mais ce potentiel-là, il faut le transformer ensemble. Après, on a le Kanban au niveau d'une ligne de produits, famille de produits. Ça, c'est ce qu'on maîtrise bien, ça. D'accord? Sur une chaîne. Chaîne de prod, hein, qui va de la demande à la réalisation, ça, on est plus dans la maîtrise. C'est plutôt celui-là sur lequel on va focuser dans la suite de cette session. On pourrait avoir également des task boards et Kanban boards au niveau de l'équipe. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve avec Scrum. Avec Scrum, on a une équipe qui connaît. Donc, on pourrait avoir une vision Kanban au niveau de l'équipe avec un task board. Et puis au final, donc c'est pas celui-là dont je vais parler plus, et puis au final, on peut avoir aussi, là vraiment c'est un cas particulier, du Kanban au niveau personnel. C'est également ça existe, il y a un livre dédié à ça. Je ne parlerai pas de ça parce que pour moi ça sort un petit peu du cadre. Donc vraiment le focus il va être sur le Kanban board, mais sachez qu'on peut le voir à différentes granularités dans l'entreprise. Les enjeux opérationnels qu'on va avoir, si on veut faire évoluer le processus pour derrière être en maîtrise de ce délai-là, vous avez vu qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, d'équipe en équipe, et qu'on partage les mêmes priorités, qu'on partage les mêmes règles. Donc déjà, il faut commencer par rendre transparent le processus du temps bout. C'est pas toujours simple dans nos organisations. Je ne sais pas pour vous. C'est déjà quelquefois un bel enjeu de rendre transparent ça et de le partager. Donc c'est un enjeu au niveau management. Responsabiliser les équipes par des règles explicites. Donc déjà, il faut se parler et il faut rendre ces règles explicites. Ça commence à faire de plus en plus mal, c'est qu'on va, avec ces règles-là, permettre
la décentralisation de la prise de décision au quotidien. On se rapproche de quelques messages qu'on a dans Scrum, et Scrum dit pour que ça marche bien sur des cycles courts, que l'équipe soit auto-organisée. En gros, il faut décentraliser la prise de décision et que l'équipe, dans un cadre bien spécifié, puisse faire au mieux pour répondre à son engagement. On est en train de dire la même chose, mais pas que sur une équipe, toutes les équipes d'une chaîne. On va simplifier la complexité parce que ça ne marche pas, trop compliqué, trop complexe. Et on va chercher à développer la collaboration entre les équipes. Et pour finir au niveau des enjeux, puis après je vais dire ce que c'est vraiment enfin. Donc moi j'aurais planté le tableau, hein, j'aurais fait un petit dessin complet. C'est que l'équipe, en tout cas à sa portée, va devenir propriétaire de son processus. C'est-à-dire qu'il faut créer l'environnement pour que l'équipe puisse justement s'approprier son travail, sa manière de travailler, et pour qu'elle puisse le faire évoluer. Par consensus, évidemment. Donc côté manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a le droit de le faire. Oui, on va donner le cadre, mais à un moment donné, on va donner aussi, pas les clés, mais l'opportunité pour les équipes de s'accaparer ça, puis de faire évoluer. Parce que le parti pris, c'est que c'est les mieux placés pour justement trouver la meilleure manière de travailler au quotidien. Et surtout, on parle de réduction de délai depuis le début, hein, ça veut dire de la performance, ça veut dire, je vois bien tout le côté négatif que ça peut véhiculer, c'est qu'on va le faire de manière respectueuse des gens, des équipes, à différents niveaux, c'est-à-dire que les équipes vont faire évoluer leur processus, leur rythme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encaisser, en plus de l'opérationnel, du changement tout le temps. Il faut accepter qu'il y a un certain rythme d'amélioration. Ensuite, c'est l'équipe qui va faire ses propositions d'évolution, elles vont être imposées. Et puis, il faut donner également la permission, le droit de se tromper, d'expérimenter des choses. Tout comme dans l'agilité, on a le droit d'expérimenter parce qu'on est sur des cycles courts. Et puis, notre objectif, c'est que l'équipe gagne en maturité. Donc, si elle essaye que des choses qui marchent, qu'est-ce qu'elle apprend? Pour que ça marche, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a appris? Donc on apprend beaucoup par, non pas l'erreur, mais la différence par rapport à ce qu'on avait prévu. Quelquefois c'est une erreur, mais... Donc voilà un petit peu les impacts, ou en tout cas les enjeux qu'il peut y avoir derrière le Kanban. Donc c'est pas neutre. Et pour ça se passe bien, le Kanban en tant que méthode va proposer une manière d'évoluer. Et ça c'est les fondations du Kanban, c'est le changement en douceur. C'est de l'amélioration continue petit pas. Et le parti pris, c'est de commencer là où on en est. Quand on passe sur l'agilité, sur les premiers projets, il y a une rupture. C'est un cycle long, par phase, à des cycles courts, j'allais dire des cycles lourds. C'est peut-être parce que tu parles maintenant. Des cycles courts. Et le démarrage, il n'est pas forcément facile. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on intervient comme coach, accompagner le démarrage et sécuriser la transition. Ok, là le parti pris du Kanban, c'est de commencer là où on en est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec un processus clé en main, un processus universel qui marcherait pour tout le monde, parce que ça, je sais que ça n'existe pas. En tout cas de notre point de vue, c'est qu'on va commencer avec votre manière de travailler aujourd'hui. Pas celle des référentiels qualité, la manière terrain, ce que vous faites réellement. Ça veut dire que si vous faites aujourd'hui du cycle en V, on va faire du Kanban quand même, mais on va commencer du cycle en V. Vous faites du Scrum, parfait, ça ira peut-être plus vite, mais ça marche aussi. Donc c'est un agnostic de la manière dont vous travaillez aujourd'hui, c'est intéressant. Je suis en train de dire quoi? C'est que le Kanban vient se rajouter sur la couche gestion de projet qui existe. Donc il ne faut pas s'attendre avec le Kanban à avoir la gestion du projet. Non, ce n'est pas une méthode de gestion de projet. Il n'y a pas de rôle associé, il n'y a pas d'indicateur de gestion de projet, mais ça vient pour améliorer les processus. On commence là où on en est. Mais ce n'est pas le tout, c'est qu'en plus on va respecter les rôles et les responsabilités. Il y a un Scrum Master, super, bien. Il y a un chef de projet, ok, on va faire avec.
Bon, si on s'arrête là, il ne se passe rien. Donc, dans les fondations, on va quand même s'engager après à changer de manière incrémentale, petit pas par petit pas. Petit à petit, on va mettre en tension le processus, donc pas les équipes, pour le faire évoluer. On va voir comment. Et puis, on veut que l'équipe gagne en maturité, qu'il y ait justement une évolution à tous les niveaux. Donc, on va essayer de faire émerger du leadership, une prise de responsabilité, une dynamique locale par rapport à ça. Ça, ce sont les fondations de Kanban. Pas les pratiques, pas dit encore comment. Donc, c'est pas quoi? C'est pas ça, c'est-à-dire un management qui impose un processus, un coach qui conçoit, qui définit, et puis une équipe qui suit. D'accord? Toujours dans le respect. Mais donc, le Kanban, c'est quoi? Deux grands principes. Hein. Pour réduire les délais, on va travailler sur des petits lots. Ça, jusqu'à là, je ne l'ai pas mis en gras parce que ça va. D'ailleurs, l'agilité nous a déjà montré que c'était possible de travailler sur des lotissements plus petits de quelques semaines. Sauf que cette fois, on va travailler sur des lots en flux. Et potentiellement aller vers du flux, enfin vers du juste à temps. Bon, un deuxième principe qui est évidemment très important, c'est que justement pour qu'on sache travailler ensemble tout au long de la chaîne, nous là on va avoir une réponse la plus simple possible. Enfin, au niveau du concept c'est pas simple, mais en termes de pratique, vous allez voir c'est simple. C'est qu'on travaille avec un système tiré. Donc la cible du Kanban, c'est d'aller vers du flux tiré, voire du juste à temps. Flux tiré, le mot nous dit quelque chose hein, avec l'industrie. L'industrie parle plutôt de flux tendu. Hein, ça parle ça? Ouais. Donc le flux tendu, c'est du flux tiré sans stock, zéro stock. À la demande, mais zéro stock. Donc, nous, l'objectif, c'est bien du flux tiré. C'est-à-dire que dans notre métier, le zéro stock, il ne faut pas chercher à l'obtenir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un... Notre métier, c'est gérer de l'information, de l'innovation, du prototypage, tout ça. Donc il faut de la variabilité, travailler sur des choses hétérogènes, avec plein de perturbations. Donc on aura toujours du stock pour équilibrer, pour temporiser tout ça. Donc nous, on va aller vers du flux tiré, mais qu'est-ce que le flux tiré? Donc, tout ça donne le Kanban. Déjà tiré. Donc là, par contre, c'est une rupture. C'est-à-dire qu'on a plus l'habitude de travailler en mode poussé, surtout dans notre métier. Le mode poussé, je l'ai expliqué là. En tant qu'analyste, je produis toutes les specs. Et quand j'ai fini, je pousse à mon voisin, développeur, qu'il soit en capacité ou non de le faire. C'est moi, il n'est pas en capacité. Donc, je pousse. S'il n'est pas en capacité, ça me crée quoi? Du stock. C'est de la spec qui attend pour être développé. Et passer en mode tiré, c'est un petit peu quand même différent. Hein. C'est que là, l'analyste, il va attendre un signal du développeur qui va lui dire « Ok, maintenant c'est le bon moment pour faire des specs. Parce que je suis en train de finir et puis je vais avoir besoin de quoi m'alimenter pour mon travail. » Donc pour y arriver mécaniquement, parce que là c'est juste un principe, hein, pour y arriver mécaniquement, notre arme fatale à nous, c'est de mettre des limites. Alors là j'ai modélisé un processus, peu importe le processus, il y a X activités. C'est générique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on fasse du cycle en V, du Kanban, enfin du Scrum, peu importe, que ce soit tout en cours ou fini, ou conception, développement, test, pour moi c'est pareil. Le principe reste le même. Ok, donc notre parti pris à nous, ça va être de limiter le travail en cours. C'est simple hein, comme réponse. On s'est fait des nœuds au cerveau sur cette première partie d'obsession, puis maintenant ça va être simple. Donc là, il y a un petit changement, c'est qu'on voit, on passe pour la gestion de projet, une vision temporelle et périmètre, donc à une vision plus verticale qui est aujourd'hui sur quoi je travaille, et je vais essayer de limiter mon travail. En gros, on dit adieu aux multitâches. Hein. Et donc, pour mettre en place un système tiré, bah, voilà, la mécanique, elle est simple, mais elle pose plein de questions, évidemment. Donc là, ce que je vous ai mis en œuvre, là, c'est 3 activités avec des limites de 3, de 2 et ici de 2. Donc je limite le nombre de tickets, d'éléments de travail que j'ai dans mon système. Pour ceux qui font du Scrum,
Les petits tickets, là, ça peut être des user stories. Là, ça parle à tout le monde, presque. Des features, des fonctionnalités, des tickets d'incident, dans un autre contexte. Et là, je vais limiter le nombre. Moi, je suis ici dans la première activité N-1, j'ai mis une petite étoile bleue, là, ça veut dire que je suis en train de finir cette activité, enfin, cet élément de travail. Et il va falloir que je prenne une autre, assez rapidement, que je prenne un autre élément. Donc, pour pouvoir le prendre, j'ai fini ma tâche bleue, là, il faut que je la passe à mon voisin. Ceci dit, là, dans mon exemple, mon système, il est rempli. J'ai atteint mes limites dans l'activité N. Donc si je suis discipliné sur cette règle simple qui est de limiter le travail en cours, je ne peux pas, je vais attendre. Et je vais attendre quoi? Que dans l'activité N se libère une place. Pour que je libère une place, il faut déjà que j'ai fait une tâche, donc c'est ok. Et puis il faut que je puisse la passer encore à son voisin qui est l'activité plus 1. Ouais, mais pareil, pour lui, il faut qu'il libère une place. Donc on attend un petit peu, puis au bout d'un moment, arrive ce qui doit arriver finalement dans toute activité, c'est qu'une place se libère. Donc mon équipe là, qui représente l'activité de plus 1, elle est en capacité d'aller prendre une nouvelle tâche. Ok, super. Comme je suis en capacité de le faire, je vais le faire. Ce qui libère une place dans mon activité. Et de proche en proche, je vais libérer de la capacité pour aller tirer du travail. Et jusqu'à moi, et enfin, je vais pouvoir prendre une nouvelle tâche. Donc la mécanique est simple, mais évidemment dans notre métier, ça pose pas de question. Du type, qu'est-ce que tu fais en attendant? C'est bien. Donc on va commencer à se parler si on se pose des questions. Si on commence à se parler, éventuellement à trouver des solutions, éventuellement on va gagner en maturité pour savoir mieux travailler ensemble. Donc on est en train de mettre un système simple avec quelques contraintes qu'on peut partager facilement entre nous, qui est vraiment le levier de l'amélioration. Dans Scrum, on a un mécanisme qui est assez parallèle. C'est également un cadre à contrainte, Scrum, qui mène cette contrainte qui, quelquefois, dans certains contextes, ne marche pas. Cadre à contrainte, c'est timeboxé. Quoi qu'il arrive, je vais travailler pendant 2 semaines. Et incrémental. À la fin, il faut que je livre quelque chose qui marche. Bref, pour plein de raisons, ce cadre est difficile à tenir. Super. En gros, on voit remonter les problèmes. Et donc, si on fait remonter les problèmes, on a l'opportunité de les régler. Et donc, on enclenche le mécanisme d'amélioration continue. Donc, dans Scrum, ce mécanisme-là, il est donné par des boîtes temporelles, avec le Kanban, sur le nombre. Fondamentalement, c'est le même principe. Ok, notre positionnement, c'est pourquoi du flux tiré. On ne construit pas de fonctionnalité dont personne n'a besoin maintenant. On n'écrit pas plus de specs que l'on peut coder. Ça, vous êtes tous d'accord. Et puis c'est ce qu'on fait tous les jours en plus. On n'écrit pas plus de code qu'on peut tester, c'est évident. Et puis on ne teste pas plus de code qu'on peut déployer. Et donc je reviens en arrière, et je pourrais continuer, je ne déploie pas plus, ça c'est fondamental, que l'utilisateur est en capacité d'utiliser. Ouais, et puis pas marqué celui-là, mais il est pas mal. Et donc après je reviens, je suis en capacité d'utiliser, donc je suis en capacité de déployer, donc je suis en capacité de tester, etc. Et je remonte mon processus comme ça. Ça, pour arriver sur du flux tiré comme ça, c'est une cible. On voit bien que là-dedans, on va quand même largement alléger notre stock, notre manière de travailler, mais ça demande d'être très réactif, donc d'avoir des délais courts. On va rentrer dans un cercle vertueux. Ok. Donc en termes de Kanban, je vous ai donné les fondations, c'est-à-dire vraiment comment faire l'amélioration continue et là où on part. Je vais donner un petit peu les principes et la mécanique, et maintenant les pratiques. Parce qu'il y a quand même quelques pratiques qui sont associées. Les pratiques qui vont d'un impact plus superficiel vers des impacts plus profonds. Sur le nombre de 6, le premier c'est visualiser. Bon, ça ne mange pas de pain, ça. C'est surtout fondamental, le management visuel, la visualisation du travail, de ce qu'on a envie. L'agilité, le lean, tout ça, tout le monde dit que c'est bien, et
effectivement on confirme. Nous on continue d'utiliser la visualisation. En l'occurrence, là c'est sur le travail et le flux. On va limiter le travail en cours, vous voyez que c'est au cœur du sujet. On va mesurer et gérer le flux de travail. J'ai dit que ce n'était pas la méthode de gestion de projet, mais pour autant on va essayer de mettre en place un flux de demande. Donc il y a quand même 2-3 choses à savoir pour gérer un flux. On va rendre explicite les règles de gestion. J'ai dit dans les enjeux opérationnels, l'objectif c'était de pouvoir décentraliser toutes les prises de décision au quotidien, d'équipe en équipe, et tout le monde travaille au même rythme. On va implémenter des boucles de feedback, ça c'est cher à tout ce qui est agilité. Et surtout, enfin plutôt, s'améliorer de manière collaborative et évoluer de manière expérimentale. Toutes les premières pratiques ont pour objectif déjà de maîtriser notre flux de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à améliorer les choses qu'on ne maîtrise pas. Bien ouvrir des portes largement ouvertes, mais c'est bien à ouvrir. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord à réguler, à maîtriser avant d'aller dans une phase d'amélioration. Pour évoluer des systèmes complexes, on va proposer une démarche empirique. La démarche empirique que je propose, elle repose un petit peu sur le PDCA, la route des lignes. Ça vous parle à tous ou pas? Oui, non? Bon, c'est une démarche à l'origine scientifique, empirique, c'est-à-dire que globalement on fait l'hypothèse que ce qu'on va mettre en place, ça va donner tel résultat, et on se dit comment on va pouvoir effectivement vérifier ce résultat-là. C'est le premier cadran. Le deuxième, c'est le plan de check. Donc la partie planification, on se construit le modèle, la partie d'où on met en place, on met en œuvre, on met en action, et on va suivre des indicateurs. Après, on a la partie check. On va vérifier les résultats réels par rapport à ce qu'on attendait de notre modèle. Et là, on a un écart. Et l'écart nous permet de dire, de valider ou invalider nos hypothèses, et donc de les faire évoluer, de repartir sur les boucles. Ok, ça c'est la route des lignes. On s'en écarte un petit peu. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner au niveau d'une approche Kanban? C'est qu'au départ, on va identifier notre processus, on va modéliser, on va mettre en place, identifier quelques règles qui vont permettre justement de réguler, et puis on va attendre quelque chose de ces règles-là, de ces contraintes-là, en travaillant ensemble, en flux, en soutien. Ensuite, on va mettre en œuvre, ça c'est le quotidien. L'équipe travaille, elle déplace les post-it et voilà. Et donc là, on va, pendant ce temps-là, acquérir des données qui, derrière, nous permettent d'étudier notre système Kanban. On a mis notre travail, notre flux dans un cadre à contraintes. Super. Il va y avoir des petites perturbations, des dysfonctionnements, des bugs du système qui vont nous permettre de mieux le comprendre. Donc de l'étudier, de mieux le comprendre, et donc de le faire évoluer. Tirer les enseignements de ces écarts et le faire évoluer. Et on va rentrer comme ça dans une démarche d'amélioration de notre processus, qui va être empirique. Donc on passe directement à la mise en action. Donc on a fait notre modèle, on a identifié notre ligne de produit, et puis nos activités, tout ça. Au quotidien, l'équipe va gérer le flux de travail. Donc, je parle du Kanban au niveau produit, pas au niveau entreprise, où là, le rythme n'est pas quotidien, parce que les projets, ils n'avancent pas aujourd'hui. Donc là, au quotidien, les équipes se retrouvent autour de notre management visuel. Et à l'image des réunions Scrum, vous vous réunissez tous les jours, faire un point autour de votre outil collaboratif pour dire, en gros, on avait un engagement en début de sprint, où on en est aujourd'hui, et du coup, comment on s'organise au mieux aujourd'hui pour essayer d'atteindre notre objectif. C'est ça l'objectif des daily meetings, s'organiser au mieux. Là, c'est pareil, on va avoir des réunions quotidiennes, sauf que le focus, il n'est pas exactement sur l'auto-organisation, qui est le parti pris de Scrum, il est sur le flux. Donc en gros, on va se demander, est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on a des blocages? Et si oui, comment on débloque? Comment on anticipe? Est-ce qu'on injecte des nouveaux éléments dans le système ou autre?
Donc c'est un petit peu le même modèle, mais sauf qu'on fait un focus sur vraiment le travail plutôt que les gens. Alors ça n'empêche pas d'avoir une réunion justement avec le meilleur des deux, alors à la fois le flux et les personnes, mais on va essayer d'avoir une réunion très rapide, puisque sinon on a l'impression de tous passer notre temps en réunion. Ok, et puis donc on va gérer les blocages. Un blocage c'est quoi? Ça se voit très vite en Kanban, hein. Par exemple les testeurs qui sont bloqués. Ils n'ont pas toutes les informations pour dérouler pas toutes les données pour dérouler des scénarios d'homologation. On a une limite de 2 et puis deux scénarios là sont bloqués. Pendant ce temps, les développeurs ils travaillent, hein, pas de problème. Ils atteignent également leur limite de 2. Et puis au niveau conception, potentiellement ils ont fini aussi l'analyse, donc le développeur pourrait aller chercher le travail. Donc clairement l'équipe de développement elle est bloquée. C'est bon ça. Comment on peut aider? Le réflexe que l'on a traditionnellement, c'est ok, super, c'est peut-être l'occasion pour aller travailler en avance de phase. Avance de phase, c'est bon, hein, parce que c'est plutôt rassurant pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être. Notre productivité va être bonne, c'est-à-dire qu'on va être utilisé toute la journée à faire des choses. Ouais, sauf qu'avance de phase, pour moi, c'est synonyme de mettre les problèmes sous le tapis. Je suis en train de créer du stock, il n'est pas visible. Donc des délais. En bref, je ne règle pas les problèmes. Si on est d'accord sur la cible d'aller travailler en flux, si vous n'êtes pas d'accord sur la cible, c'est pas un problème pour vous. Et si on est d'accord sur cette cible, pour moi c'est un problème. Et donc ça va arriver de temps en temps au quotidien et c'est super, ça va générer plein de discussions. On va t'aider, c'est quoi ton problème, comment la prochaine fois il faudra mieux qu'on travaille pour qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Vous connaissez tous ça. Ok, donc le quotidien c'est gérer les blocages. Bon, gérer plein d'autres choses, mais au moins ça. Et les problèmes on les voit vite arriver, effectivement, plus les limites sont basses, enfin sont petites plutôt, plus les problèmes arrivent vite. Donc plus la fréquence de discussion arrive, plus on a d'opportunités pour s'améliorer. Il ne faut pas être trop gourmand, parce qu'à un moment donné, on va bloquer le flux de travail. Et voilà, donc on ne veut pas travailler par à coup, on veut bien que ce soit fluide. Mais de temps en temps, une petite friction pour se parler, c'est bien ça qu'on va rechercher. On était dans l'action là, et puis là on arrive dans la partie check. On était plein de bonne volonté sur notre projet, on a mis des limites. Ok, mais assez rapidement, on n'a pas réussi à tenir nos limites. On a dit beau dire stop, protéger avec nos petites mains là, c'est bien, mais ok. On va dire au client là d'arrêter de demander des choses là. Tu prends le téléphone, tu dis je suis désolé, j'ai atteint mes limites. Je ne peux pas accepter votre demande. Ouais, donc on prend. Hein. Et puis, d'autres problématiques là, qui sont plutôt des cultures d'entreprise, c'est-à-dire, je suis désolé, mais moi je préfère, notre histoire de limite, c'est un petit peu compliqué à gérer, moi je préfère prendre les choses, les projets en parallèle, les demandes en parallèle, et montrer aux clients qu'on s'occupe d'eux, même si c'est plus long, hein, de temps en temps, montrer que c'est un petit peu vivant, tout ça. Ok. Là, si vous êtes dans un contexte comme ça, c'est bien. Enfin, pas pour du Kanban en tout cas. Parce que conception, mise en œuvre, résultat, notre problème, notre système, là, il est saturé. Saturé de demandes, saturé de travail en cours, de multitâches, de tout. Et pour fluidifier tout ça, pour rendre le flux prédictible, ça va être très compliqué. Bon, d'autres fois, c'est un petit peu meilleur. C'est-à-dire qu'on a mis en place des limites, on les tient globalement, mais bon, pas toutes. Localement, on va avoir du mal. Je reprends un petit peu le même exemple que tout à l'heure, sauf qu'on n'était pas bloqué. Tout à l'heure, on était bloqué. Là, c'est pas exactement pareil, c'est que j'ai un goulot d'étranglement, là, le développement, moi. Je travaille pas bien, pas vite, pas vite. Moins vite que les autres, en tout cas. C'est ça le. Donc, je suis goulot d'étranglement. Ça doit vite, hein, derrière, les testeurs, ils sont en attente. Ça vient au goutte à goutte. Ils viennent me voir régulièrement pour savoir si j'ai quelque chose à leur donner.
Donc là, le flux, plutôt du goutte à goutte. Hein. Et puis en amont, bah, ça se stocke. Hein. Ici, là. Et donc sur l'activité de conception, ici, bah, j'ai eu vraiment du mal à tenir ma limite. Parce qu'autant, ok, pour le temps d'un blocage, pendant quelques jours, je peux tenir ma limite. Hein, je fais, comment dire, j'essaye de travailler au mieux pendant 2-3 jours, histoire que ça reparte. Mais là, si c'est récurrent, si j'ai toujours ce problème, ma limite, elle va être dure à tenir. Donc tout ça, là, c'est des cas de figure que vous allez trouver, évidemment, dans le contexte. Pourquoi? Parce qu'ils existent déjà. Donc ces problèmes, on les a tous. Dans le système, on les a. Sauf qu'on ne les a pas rendus visibles. On n'a pas identifié que c'était un problème. Comme c'est pas visible et que c'est pas identifié comme un problème, on n'a pas l'opportunité de s'améliorer. Donc là, on fournit juste un cadre très simple qui permet de les rendre visibles et du coup, éventuellement, de chercher à s'améliorer. Le comment, il s'arrête là. Il ne dit pas comment faire, il ne donne pas de solution à ça. Bon, il y a des petites solutions pratiques, mais surtout, il dit bah, maintenant, pour mieux comprendre les systèmes, ben, il faut aller voir dans d'autres modèles pour mieux comprendre ce qui se passe et voir comment on peut, trouver des solutions concrètes à ce problème-là. Le premier cas de figure, on a les limites là, qui sont tout le système qui est saturé, on ne les tient pas. Il y a un des modèles qui explique un petit peu ce qui peut se passer derrière, le pourquoi de systèmes saturés, c'est la théorie des files d'attente. On a tous vécu ça pendant les grandes vacances, c'est-à-dire qu'un autoroute, ça marche bien, jusqu'au moment des vacances. Ouais. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, on a saturé notre système. Il y a une trop forte de voitures, et en plus de ça, manque de bol, tout le monde ne roule pas à la même vitesse, on est à coup, enfin bref, il y a de la variabilité, il y a une trop forte densité qui fait qu'à un moment donné, le système il ne marche plus, il est plus faible, c'est le bouchon. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de. Alors il y en a d'autres, hein, c'est la CPU de nos machines, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire on peut charger la mule jusqu'à 100% de CPU, super. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, ça commence à saturer et ça part en vrille. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de ces modèles-là, c'est que c'est bien, mais on a 100% de capacité sur les systèmes, mais il ne faut surtout pas les atteindre. Donc il faut donner du goût. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre et d'accepter de ne pas utiliser la capacité de notre système. Quand je parle de système, hein, c'est le processus avec les règles, à 100%, mais peut-être à 80%, voire même à 70%. Alors ça ne veut pas dire que les individus ne travaillent pas toute la journée. Hein. J'ai bien parlé de la capacité de notre système. Il faudra lui donner de l'air pour que tout ça soit fluide. Hein, pensez à vos vacances. On va également aller voir dans d'autres modèles comme la théorie des contraintes pour savoir savoir comment travailler avec des boulets d'étranglement. C'était le cas précédent. Alors, quand j'ai un boulet d'étranglement, je fais quoi? Notre réponse immédiate, c'est c'était quoi? C'était le développement. Ok, le développement, là je suis un petit peu en souffrance. Hein, donnez-moi de la capacité, engagez un développeur ou prenez quelqu'un d'une autre équipe. C'est ça notre réflexe. Oui, mais ça a un coût. Et la théorie des contraintes va nous dire c'est pas par ça qu'on commence. Bon, je ne vais pas vous dire comment maintenant, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on va trouver des solutions derrière. On a également des systèmes, ça c'est les systèmes qui commencent à se stabiliser, qui marchent bien. Cette fois, on va être dans nos contraintes, enfin dans nos limites. Le système est quand même relativement fluide, mais pour autant super variable. Un coup, on sort à la demande en quelques jours, un coup, on la sort en quelques semaines. Hein, je lui dis que la promesse était plus d'agilité de métier et plus de prédictibilité. Et ben, on va aller piocher dans ce qu'on appelle la maîtrise statistique des procédés pour avoir des solutions pour justement réduire cette variabilité. Alors là, je vous parle encore moins de ça maintenant parce que encore moins sexy, mais intéressant. Et puis réduire les délais avec tout ce qui est des outils du Lean. Bon bref, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que le Kanban nous donne un cadre à contrainte pour remonter des dysfonctionnements, des problèmes,
des marges d'amélioration, et derrière, on va aller piocher dans différents modèles pour comprendre ces dysfonctionnements-là et trouver des solutions. Tout n'est pas apporté par le Kanban. Et une fois qu'on a compris, on va commencer dans la dernière boucle là, de la démarche. Une fois qu'on a compris ce qui se passait, mieux notre système, mieux la manière dont on travaille, dans l'équipe, mais aussi avec les autres équipes, c'est là où ça commence à être subtil, et ben on va tuner, on va ajuster notre système petit à petit. On a plein de manières de l'ajuster. Déjà, le processus en tant que tel. Je peux avoir des activités qui émergent, comme si par exemple pour vous c'est important les revues de code. C'est un message subliminal. Et ben on va le rendre, cette activité visible. On ne l'avait peut-être pas identifié au départ. On va faire évoluer notre processus pour rendre visible une activité qui est importante. On peut aussi le simplifier. Disons, on avait mis des files d'attente, on a mis une colonne en attente de validation, par exemple. Encore un nouveau message. Et au final, on travaille mieux avec les équipes et moi, par exemple, et donc on n'a plus besoin d'attendre pour la validation, c'est fait au fil de l'eau. Ok, super, on va pouvoir affiner et puis simplifier notre système. Bon, bref, le processus en tant que tel va évoluer. On a également les règles qui permettent de fluidifier tout ce travail, tout le parcours. Elles vont sans cesse évoluer, celles-là. Les limites, bien sûr. Nous, notre parti pris, c'est de les diminuer. Mécaniquement, vous avez vu qu'il y a plusieurs avantages. C'est que mécaniquement, on va en fluctuer. C'est que plus elles sont basses, plus on va générer des petites frictions qui fait qu'on va se parler. Donc on est dans la démarche d'amélioration. Et puis également, mécaniquement, plus les limites sont basses, moins j'ai d'éléments dans mon système et plus mes délais vont se raccourcir. C'est toujours la même chose. Je prends un exemple bête, mais qui illustre un petit peu ça. Vous me demandez de faire 10 tâches en 2 heures, enfin 10 tâches, et chacune de ces tâches fait 2 heures. Okay, je les prends, je vais les travailler chez moi, et puis je vous les ramène au bout de 20 heures. C'est un batch de 10 éléments en 20 heures. D'accord? Maintenant, si je les prends une par une, et que je vous les donne au fur et à mesure, la première, je vais la prendre, je vais la résoudre en 2 heures, et je vais vous la redonner. La deuxième, elle a attendu 2 heures, pardon. Et puis après, s'enchaîne les 2 heures d'après pour que je la réalise en 4 heures. 6 heures, 8 heures, ainsi de suite. Et en moyenne, le délai moyen, ça va être 11 heures. Donc en faisant la même chose, mais en mettant une limite de un élément à la fois en cours, chez moi, de travail, je suis passé d'un délai moyen de 20 heures à 11 heures. Ok, j'ai rien changé. Donc ça, c'est les limites. Et puis les éléments en eux-mêmes qui vont être un facteur de fluidification. La règle d'or, changer par petits pas contraint le système juste assez pour provoquer le prochain changement incrémental. On tune petit à petit notre système. Pas de Big Bang, il n'y a pas de... Wow. C'est nul ce qu'on ferait. On remet tout à plat et on recommence. Ah non. On part de là où on en est et on va changer. Et on va changer dans des cycles d'amélioration. On va enchaîner les boucles. Mais on va s'assurer que pour chaque boucle, on a compris quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait évoluer nos systèmes en sachant l'expliquer. Ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on ne va pas changer plein de paramètres en même temps. Si on change trop souvent ou avec trop de paramètres et que ça marche, c'est grâce à quoi? Ça peut être pour plein de raisons. Donc si notre objectif c'est de gagner en maturité et de faire évoluer en connaissance de cause, on va faire des grands changements structurants, mais un à la fois, pour voir si ce qu'on est en train de mettre en place marche. Ouais, mais là ça nous donne quand même une indication sur ce qu'est l'amélioration continue, petit pas dans du Kanban. Parce que si j'ai fait une grande modification majeure là, de mon système et que je veux voir les bénéfices, je vais voir les vrais bénéfices avec la première demande qui parcourt tout mon système, le nouveau système ajusté, évolué. D'accord? Jusqu'à là, vous dites ouais, oui, sauf que parcourir tout mon système, ça prend combien de temps?
certain temps. Ouais, souvent, puis en 2 mois, 3 mois bien placés, quoi. Donc ça veut dire que mes rythmes d'amélioration, là, au minimum, 2 à 3 mois. Et là, ça veut dire que j'ai la première demande qui sort. Donc c'est souvent 1 fois et demie, 2 fois ce temps moyen. Donc quand je disais au départ que c'est de l'évolution, c'est de l'amélioration continue soutenable pour l'équipe, c'est-à-dire qu'on prend le temps. C'est pas toutes les semaines on remet un tour de vis. C'est pas du tout ça l'objectif. On considère qu'on a le temps de faire évoluer notre système et qu'on va prendre le temps parce que c'est complexe. Voilà. Et on enchaîne derrière pourquoi pour étendre le Kanban sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'au début, on va le faire là où on est propriétaire de notre processus, par exemple une équipe Scrum. Mais une équipe Scrum, c'est bien, mais ça résout, comment dire, on l'a vu au tout départ, c'est pas ça qui réduit les délais de manière significative, en tout cas dans certains contextes. Donc, au bout d'un moment, on va dire, bah oui, nous on est au taquet. Si on veut travailler mieux, il faut commencer à travailler ensemble avec la partie pré-exploit ou ensemble avec la partie business owner, par exemple. Et là, on commence à augmenter la portée de notre système de plus en plus. Ça va prendre du temps. À un moment donné, c'est bien beau tout ça, mais on va s'engager sur la performance aussi. Par exemple, c'est quoi la performance dans le Kanban? Imaginez, vous avez travaillé avec des TMA. Okay, les engagements d'une TMA, c'est sur du délai, sur la réactivité par rapport à la criticité. J'ai un bug majeur, j'ai un patch dans les 5 jours. Enfin, ce genre de choses. Okay, bah, la performance dans le Kanban, ça va être un petit peu le même genre d'engagement. D'accord? J'ai, je sais pas, une story classique, et ben, à partir du moment où elle rentre dans mon système, je vais pouvoir la sortir en X semaines. Voilà, tant de pourcents. Et puis aller vers une planification juste à temps. Donc apprendre du système Kanban, là on a vraiment fini les tours de cycle d'amélioration. On va évaluer et on va faire évoluer notre système. Donc ça, c'est propre à chaque équipe, à chaque ligne de produit. Ça veut dire qu'on n'a pas un projet pilote Kanban pour dire la meilleure manière de travailler pour nous, c'est comme ça, et toutes les autres équipes, maintenant, vous ferez comme ça. Non. Chaque équipe a sa propre manière de faire. En tout cas, c'est notre manière d'apporter l'évolution. Je vous rappelle que c'est une démarche empirique. Donc on met un cadre et puis après on voit bien ce qui se passe. On va apprendre des comportements émergents. Grâce à ce cadre-là, on va faire émerger des comportements, que ce soit des modèles de conception. Il y a différentes patterns pour les tableaux Kanban. Là, je ne vous en montre pas trop, mais donc, il y a les Kanban pour Scrum, il y a les Kanban pour les product owners, il y a des Kanban pour... bref, des patterns qui émergent. Et puis des modèles de collaboration. Là, on commence à revenir vers l'agilité. J'ai fait un petit peu peur au début en disant Kanban, on n'est juste pas aligné avec le manifeste agile. Ouais, mais on y arrive. On y arrive parce que les comportements émergents, c'est quoi? Travailler mieux ensemble, se parler, avoir des équipes, même si elles sont spécialisées, qui travaillent ensemble, même rythme, donc des équipes fonctionnelles, pluridisciplinaires. Bref, on va retrouver tous ces modèles de collaboration qui marchent bien avec l'agilité. Ah oui, on gère du flux au quotidien. Ce qu'on sait, c'est qu'au quotidien, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on soit réactif, qu'on est décentralisé, et les prises de décision, tout ça, c'est important pour nous. Et puis, d'apprendre du système Kanban, de faire évoluer en connaissance de cause, ça va nous amener plus de maturité organisationnelle. Au niveau des équipes, au niveau du management. Je vous ai mis en référence là, un des livres, c'est un livre qui a été coécrit avec 17 coachs. Dans ce livre, donc, je raconte l'histoire d'une transition agile, silencieuse, enfin sans douleur, fait justement par du Kanban et qui a amené une forte maturité dans les équipes de réalisation. Ça a été un des projets majeurs du Kanban en France. Donc le Kanban, c'est pas une méthode agile, on est d'accord? Vous êtes convaincus maintenant ou pas? Ouais, merci. Mais on va vers l'agilité, par contre ça vous êtes convaincus aussi? Oui, non? Non. La réponse c'est non. Pas une méthode de gestion de projet? Non, pareil.
pas une méthode de gestion de tâches, parce que ce qu'on retient surtout du Kanban, c'est mettre des post-it au tableau. Hein. Bah oui, mais ça, on n'a pas attendu le Kanban ni quoi que ce soit pour mettre des post-it au tableau. Ça s'appelle la gestion de tâches et l'imagement visuel. Oui, on s'en sert bien sûr, mais comme plein d'autres méthodes. Hein. Donc c'est une méthode de conduite du changement par l'amélioration des processus, pour aller vers du soutiré et en s'appuyant sur les équipes. Et déjà, ça c'est, en tout cas, ça correspond au discours que j'ai juste là. Et surtout, ça s'applique du coup dans plein de contextes différents. Donc on a fait du Kanban dans du Scrum, on a fait du Kanban dans un contexte cycloré, et ce qu'on commence à faire, et c'est là toute l'ironie de la chose, c'est que je commence à en faire dans les bureaux d'études de sites industriels. Sachant que le Kanban vient de l'industrie au départ. Donc c'est venu de la prod industrielle, ça a été digéré par nous et on revient côté industrie pour dire bah, ça serait bien de travailler comme ça les gars. Bon, sur cet aspect-là, package de service, je vais aller rapidement, c'est ce que je vous disais avec la TMA, c'est-à-dire qu'on va chercher à aller vers l'engagement de service, par classe de service. Enfin, derrière, il y a vraiment des choses construites qui permettent d'arriver là. Voilà le type d'engagement qu'on va avoir. Des délais par catégorie, et puis avec une certaine probabilité. C'est ça qu'on va aller chercher comme performance. Mais on ne l'a pas dans les premières semaines, voire les premiers mois. Voilà, au bout d'un certain temps. Ok, la suite c'est quoi? Bah, la suite c'est justement voir le Kanban à un plus haut niveau. Parce que là, on peut parler de projet, on va commencer avec Scrum sur un bout d'un projet. Et on va passer au niveau gestion de portefeuille. On appelle le Kanban d'entreprise, mais bon. Gestion de portefeuille, donc là c'est un... Et le Kanban est vu de manière organique, c'est-à-dire qu'on a des Kanbans de plus haut niveau et que chaque pointeur pointe sur un Kanban de plus bas niveau. Ok, donc ça c'est le Kanban d'entreprise. C'est bien, mais en fait la réalité, elle est rarement celle-là. Ah bon? C'est que dans nos environnements, nos DSI et autres, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Et que ce qu'on constate, c'est que la manière un petit peu d'étendre la portée du Kanban, c'est de traiter chaque service ou chaque équipe, on va dire, séparément. On va faire un Kanban sur un service et un autre, et un autre. On va stabiliser le travail. Et puis, on va commencer à brancher ces systèmes-là pour arriver à un réseau de Kanban. Donc chez certains éditeurs qui reposent sur un produit, on peut très bien imaginer justement d'avoir une vision avec toute la chaîne, un Kanban d'entreprise, et dans les DSI, la réalité va plutôt être celle-là. Et c'est pour ça que c'est pas si simple. Bah oui, c'était pour vous donner un tour d'horizon, pour vous voir un petit peu parler d'enjeux, mais bah, on fait. Et on le fait de manière très pratique. Là, il y a plein de photos de différents Kanbans. Toutes ces photos-là, c'est des Kanbans de Rennes. Quelques questions. Le plus important, c'est le pot après. On va prendre quelques questions. Oui. Ouais, avec une amélioration tous les 6 mois, on est vraiment dans l'amélioration très progressive d'un process auquel on est convaincu qu'on n'est pas trop loin d'un process déjà à bout. Pourquoi j'ai parlé de 6 mois? Ce que j'ai dit derrière, ça veut dire que le temps moyen, il est de 3 mois. Ouais, ce qui est déjà très long. Ouais. Ceux qui sont passés à l'agilité, on a déjà des cycles beaucoup plus courts. Sur des cycles beaucoup plus courts, et ben le rythme de l'amélioration est plus rapide. Donc c'est pareil, c'est un cercle vertueux. Plus on va avoir des délais courts, plus on peut enchaîner l'amélioration. Et plus vite on peut s'améliorer. Donc oui, mais au départ, la réalité, c'est qu'on va mettre du temps à vraiment s'améliorer. Ouais. Mais si on ne commence pas maintenant, on le fera quand? C'est-à-dire que là, on a un outil qui permet de commencer simplement demain. Puisqu'on n'est pas dans la révolution, on travaille avec ce qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'on va commencer à mettre des règles, juste pour réguler. Qui vous empêche de visualiser et de commencer à réguler demain? Rien. Si ce n'est d'avoir la permission du management de visualiser et de, à un moment donné, s'accaparer de ce processus-là. C'est pour ça que j'ai mis cet enjeu-là au départ. C'est que a priori, c'est le seul frein qui nous empêche de commencer. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on attend 6 mois avant de modéliser le truc parfait, ou on commence demain et dans 6 mois on aura appris? Ah oui, c'est une vraie question, hein, ça.
C'est une approche qui est très pragmatique. Hein. C'est-à-dire que si j'ai été sur du Kanban, c'est pas parce que j'aime les méthodes. Hein. C'est que je devais trouver une réponse concrète à mon problème, une attente de l'agilité, un contexte que je ne peux pas en faire. Ok, super, mais je fais quoi du coup? On a essayé, et au fur et à mesure, on est arrivé à ça. Bien, bah, écoute, Laurent, je te remercie